Hey, bienvenue dans l'éthanol, c'est pour les bagnoles. Ici, c'est un endroit à part, un endroit calme, un endroit simple, loin du bruit, loin de ce qui presse. Ici, le temps ralentit. Tu peux respirer, il n'y a rien à faire, rien à rattraper. Tu peux t'installer, comme si tu avais trouvé un endroit sûr, un endroit où tu peux te poser. Ici, rien ne t'est demandé. Tu peux juste être là, présent, tranquille. On prend le temps. Alors, je te souhaite une belle écoute douce. Et bienvenue dans l'éthanol, c'est pour les bagnoles. Aujourd'hui, je te retrouve pour un épisode un peu particulier. Pas une histoire choc, pas une leçon, juste un témoignage vrai. Nathalie a accepté, avec la confiance qu'elle m'accorde, de prendre la parole pour raconter son parcours, avec ses mots, avec son vécu. Si tu écoutes cet épisode et que tu te reconnais dans certaines choses, prends ce qui te fait du bien et laisse le reste. Ici, on ne juge pas, on écoute et on avance pas à pas ensemble. Parce qu'ensemble, nous sommes toujours plus forts. Alors sans plus attendre, j'accueille Nathalie qui témoigne et qui a également un ouvrage, Amédée Gladys et sa dépendance, de Nathalie Jean. Merci d'être là aujourd'hui. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais commencer simplement par quelle est la première chose que tu as fait en te levant ce matin? Je suis allée aux toilettes. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots et comment tu te définirais aujourd'hui? Pas évident du tout. Avec mes mots. Sur ma personnalité, aujourd'hui, je me sens une personne apaisée. Je me sens une personne qui comprend mieux l'autre. Parce que je me suis rendu compte dans mon rétablissement qu'il y avait ma façon d'être où ça coinçait. Alors que j'aime l'autre. Humainement, j'aime mes semblables, ça c'est indéniable, mais c'est avéré que par rapport à mon parcours, à mon vécu, j'ai appris dans mon rétablissement qu'il fallait que je change ma façon. Alors, pas ma personnalité, parce qu'on a tendance à confondre personnalité et changement de comportement. Ouais. Je suis toujours moi-même, avec des réglages qui ont été faits parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Dans les grandes lignes, moi alors je ne sais pas si je peux parler de mes outils qui m'ont permis de sortir de l'addiction, et moi ça a été principalement donc l'alcool, qui a occupé mon vécu de 19 ans jusqu'à 40 ans. L'élément déclencheur de l'alcoolisme, ça a été une déception amoureuse qui m'a dévastée parce que l'autre, justement, dont je pensais qui allait me correspondre, n'était pas du tout cette personne. J'avais commencé à fonder une famille avec elle, et puis finalement, il y a eu des choses, et en l'occurrence l'infidélité, qui m'a anéantie. Je connaissais pas du tout ce travers-là de l'être humain, et moi qui suis pour le coup fidèle dans beaucoup de choses, loyale, etc., ça m'a anéanti. D'autant plus que c'est une personne avec qui j'avais commencé à fonder une famille. Voilà. Là, ça a été l'élément déclencheur dévastateur de mes premiers verres d'alcool. Mais même avant ça, où j'ai vécu de bons moments quand même avec l'alcool, je savais très vite que je ne consommais pas l'alcool comme tout le monde. Très rapidement, quand j'ai pas commencé avant 19 ans. Je précise pourquoi, parce que j'ai jamais voulu ressembler à mon père qui était alcoolique. D'accord. Ça, je m'étais mis ça en avant parce qu'effectivement, on a subi
Ma fratrie a subi aussi l'alcoolisme. On a subi l'alcoolisme de notre père sous différentes formes, hein, puisqu'on n'était pas toujours en même temps au même endroit que notre père tout le temps. Mais je m'étais dit, non, l'alcool, j'en prendrai pas. Je veux pas ressembler à papa. D'accord. Ce qui pose justement la question, c'est au début de l'enfance ou au début de l'adolescence, quand tu entendais parler d'alcool autour de toi, qu'est-ce que ça représentait justement pour toi, ça? Bah, finalement, j'entendais pas parler. Je voyais les gens boire. Il y a le visuel qui était beaucoup plus porteur que l'auditif. D'autant plus que moi, j'étais déjà de nature un petit peu, de par ma timidité, une certaine réserve. Même en famille, voilà, j'avais cette difficulté-là de communiquer un petit peu. J'étais intimidée par l'autre. Même déjà au sein de la famille, où il y avait des profils qui avaient un certain charisme, et pour le coup, ça n'a pas été mon père. Ça a été plutôt ma mère, je dirais, et le côté féminin. Je suis tombée malheureusement dans une famille, enfin malheureusement, oui ou non, parce que bon, des fois ça peut avoir des qualités, mais là en l'occurrence, euh, pour mon vécu, j'ai plus vécu dans une famille matriarcale. Même qu'il y avait des hommes dans la famille, pour donner un exemple et que les personnes comprennent ce qui écoutent, je n'ai jamais vu ni mes grands-parents, que ce soit paternel ou maternel, ni mon père taper du poing sur la table quand à plusieurs reprises j'avais des clashs, des montées de son de la part, donc mère, sœur, machin. Ouais. Non, ça a été toujours elles qui ont plus ou moins, comment on peut dire, ça c'est ce qui me reste de mon souvenir enfant, que les femmes dans ma famille, d'abord c'était des femmes de tête par rapport, pour parler aussi de mes grands-mères, elles étaient pour l'époque relativement intellectuelles, donc ça aussi ça a un peu joué. Une était employée de la poste, l'autre employée de banque. Donc je vous situe un petit peu le truc. Début XXe siècle, c'était relativement sympa, quoi. Je veux dire, c'était voilà, ça mettait une certaine élévation, une élévation sociale à laquelle ma grand-mère maternelle, je l'ai compris bien plus tard, c'était son point d'honneur. Voilà, ça a été quelque chose qui la faisait vivre. C'était son objectif, d'être toujours, voilà, d'assurer, d'avoir une ascension sociale. Voilà, le côté transgénérationnel, ça a été quelque chose de terrible pour moi, parce que du coup, pour moi, ça a bouffé pas mal le truc, et j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Alors certes, j'étais prête à avoir quelque chose de confortable, comme notre monde occidental nous le suggère, mais pas au point de vouloir acquérir un capital, un patrimoine. Et surtout, ce qui m'a blessée dans ce parcours, ce qui m'a fait tilt, c'est que ado, dans tous les repas familiaux, c'était du style. Alors, ils acquérissaient soit un appartement, soit une maison, mais à chaque fois, c'était les discussions familiales tournées. Et comment je vais payer ces charges-là? Et comment je vais payer ceci? Ah, va falloir. Ouh là là, je vous garantis que je le vis encore. Et du coup, en réponse à ce système-là, j'en suis devenue hermétique. J'avancerai, mais pas forcément dans du patrimoine, etc. Et c'est ce qui a causé un schisme, en fait, entre ma fratrie, parce que je suis pas rentrée du tout dans ce moule-là, quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis locataire et je le serai. Bon, on a fait une tentative avec mon époux d'une maison, mais je fais court avec les histoires thermiques et tout ça, ça a pas pu se faire. On était trop juste budgétairement. Donc on y a renoncé. Et du coup, la location, j'ai dit à mon époux, l'essentiel c'est d'avoir un toit sur la tête aujourd'hui. C'est pas grave. Et du coup, on s'est fait plaisir. On a mis de belles choses dans l'appartement. Voilà. Souvent, quand je vous parlais des repas familiaux, j'en ai dans plus loin que vient mes souvenirs, il y en a pas, j'en n'en vois pas un seul qui se soit correctement bien terminé. Pour revenir à moi, donc jeune adulte, quand j'ai eu cette relation avec le père de ma fille, cet élément déclencheur qui a fait, ça a détruit mon château de cartes, comme ils disent souvent en psychologie. Ça a détruit mon château de cartes, surtout qu'en plus, à l'époque, ma mère, elle n'était pas très chaude pour que je sorte avec ce garçon. Donc j'avais fait des pieds et des mains, j'avais mis toute la confiance en lui. Je l'avais porté comme sur un piédestal, puisque jusqu'à ma 19e année, les garçons n'ont jamais été attirés vers moi.
j'ai eu l'occasion de tomber amoureuse, mais il n'y a jamais rien eu, etc. Et j'ai compris que j'avais une différence physique, c'est que j'ai eu, et c'est ce qui les a freinés. Donc du coup, isolement plus, c'est que quand j'étais enfant, j'avais une pathologie de l'émail, c'est-à-dire que j'avais mes dents de devant qui étaient toutes effritées et qui étaient noires. J'avais des taches noires sur les dents, ce qui tout de suite, forcément, a rebuté l'autre. Donc, ça, de mon âge, de côtoyer les autres, on va dire à 3 ans, ouais, 3-4 ans, quand j'ai commencé l'école primaire, la crèche, j'ai pas eu. Ça a été l'école primaire. Jusqu'à mes 19 ans, eh ben, j'ai souffert parce que j'ai été souffre-douleur de plusieurs classes, etc., par rapport à cette différence que j'ai compris bien plus tard. Et j'ai jamais osé non plus leur dire, mais pourquoi vous vous moquez de moi, etc. Enfin, j'ai pas eu ce courage-là. Eh ben, j'ai été rejetée pour le coup. Moi, j'ai senti beaucoup de rejet. Donc, du coup, j'ai jamais eu, à part de temps en temps, une ou deux amis par classe ou par décennie, on va dire, parce que je restais pour l'école primaire tout le temps dans la même pendant 4-5 ans. Après, j'en changeais. Mais c'était tout. Les autres, voilà, venaient pas vers moi et j'ai compris par rapport à cette différence physique. Donc ça m'a beaucoup attristé quand je me suis rendu compte que bon, j'avais beau même faire des efforts dans de nouveaux établissements scolaires et tout, le schéma se répétait. Donc à un moment donné, en plus de ma timidité, plus cet isolement forcé par rapport à cette différence physique qui n'était pas du tout attractive pour l'autre, ben, je me suis naturellement éloignée de l'autre, quoi, en fait. Hein. Et à quel moment tu as compris que l'alcool n'était plus vraiment un soutien, mais plutôt devenu un problème, quelque part? Alors, elle est venue beaucoup plus tard. Moi, mes premières gouttes d'alcool, ça a été à 19 ans. Avec les sorties festives du père de ma fille, à un moment donné, je voulais pas. Et quand je l'ai dit au tout début du témoignage, j'ai dit je voulais pas ressembler à mon père. Donc j'ai dit hors de question que je picole. Et un soir, j'ai vu les autres qui commençaient et je me suis dit, la mauvaise voix, du coup, qui m'a dit, mais Nat, t'es pas papa, tu vas pouvoir gérer l'alcool. Et là, j'aurais mieux fait de m'abstenir parce que très vite, et surtout, mon alcool privilégié, c'était le whisky sec. Et c'était même pas le goût. J'en détestais le goût et le goût des alcools en bouche. Et pourtant, je buvais. Et ben, ça a été le côté euphorique. Ça m'a donné un état, alors pas d'ivresse, parce que l'ivresse, normalement, on oublie, on se rappelle plus de rien. Au début, non. C'était vraiment un état euphorique. Je m'en souviens, hein, un état euphorique qui me permet de planer un petit peu. Ah, c'était les premières gouttes d'alcool, d'éthanol dans le sang. Hein. Et très vite, ça m'a plu cette sensation, d'autant plus que ça me permettait d'aller vers l'autre plus facilement, puisque j'en oubliais ma timidité. Hein, on le sait bien, hein, ça délie les langues, etc. C'est bien connu pour ça. Et voilà, et c'est parti de là. Mais très vite, je me suis rendu compte que je buvais pas l'alcool comme tout le monde. Très souvent, même en boîte de nuit, puisque je le voyais bien, quand quand les autres étaient à un verre, j'en étais déjà à mon troisième. Pour retrouver ce fameux état qui m'a plu dès le début. Alors pendant des années, je l'ai géré, même quand le soir, avec cette histoire de la déception du père, où je me suis autorisée une nouvelle fois, et à tort, de picoler seule le soir. Ça, j'aurais pas dû me l'autoriser parce qu'au début, j'ai géré. Bon, une fois que ma fille était couchée, etc. Enfin, j'ai fait ce qu'il fallait. Quand je travaillais, ben, je faisais mon travail. Enfin, la journée, elle était plus qu'ordinaire, quoi. Je veux dire, je faisais justement pour pas qu'on se dise ah bah tiens, elle picole. Surtout pas. Très vite, ça a été un alcool caché. Et donc j'ai fonctionné comme ça pendant des années, des années, avec des espaces. Alors souvent, c'était le soir. Ouais, mais en tant que femme, etc., on entend souvent dire ça. Moi, je parle de métabolisme. C'est même pas une histoire de féminin, masculin.
C'est un métabolisme et je pense que le fait, alors c'est vrai que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'autorise pas à dire que l'alcoolisme est héréditaire. Je sais pas s'ils ont depuis trouvé des pistes. Ils sont en train d'étudier quand même les spermatozoïdes et les ovules de ces personnes-là pour savoir si, voilà, parce qu'il y a quand même des maladies qui en dégagent, comme le fœtal, hein, je sais plus comment ils appellent ça. Enfin bref, il y a quand même le cerveau qui se développe pas de la même façon. Et moi, c'est ce qui s'est produit bébé quand je suis née. Alors quand je suis née, donc j'explique, je suis née en Afrique, je suis née au Cameroun, à Yaoundé, et parce que mon père était là-bas pour son travail et tout ça. Et quand mes parents, quand je suis née à l'hôpital, les toubibs, ils ont vu quand même que mon crâne avait quelque chose de particulier. En fait, ils ont vu que j'avais un début de craniosténose. Alors j'explique ce que c'est la craniosténose. C'est les os frontales du bébé qui veulent se souder très tôt, très vite. Et ça, l'hôpital de Yaoundé avait dit à mes parents, nous, on n'est pas assez au point pour surveiller votre enfant comme ça. On vous suggère rapidement, dès que vous le pouvez, de retourner en France. Et au final, j'ai eu beaucoup de chance parce que ce début de craniosténose, alors avec du coup c'était ma mère puisque mon père continue à travailler, on est retourné donc en France sur Paris. On a vécu quelques années à Paris avant d'être dans le sud. Et mes parents, donc ma mère m'accompagnait dans les hôpitaux. On a fait mes premières années, je dis, ça a été que les hôpitaux. Ils regardaient régulièrement, alors ils mesuraient mon tour de tête, le fond de l'œil. Ça s'est fait peut-être pendant mes peut-être 3-4 premiers mois voilà, qui ont suivi ma naissance. Ben, il fallait surveiller tout ça. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que finalement, ça s'est résorbé seul. Donc je pense que peut-être le fait de l'alcoolisme de mon père, je sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, j'en sais rien. Ça, j'ai pas approfondi. Tout le monde n'a pas de craniosténose, ça n'a rien à voir avec l'alcoolisme, hein, bien évidemment. Et aujourd'hui, j'ai toute ma tête, j'ai du discernement, voilà, tout est résorbé. Avec le rétablissement, je suis dans ma 18e année de rétablissement au niveau de l'alcoolisme, zéro alcool depuis dans ma 18e année. Toujours pareil, avec quoi comme outil? Ben, au départ, ça a été donc l'aide médicale, 3 mois de cure. En 2008, j'étais sur Marseille à ce moment-là. Et en fait, ce qui a été l'élément déclencheur, ce qui m'a donné le déclic, eh ben, c'est qu'un jour, après un changement radical pour le coup, de mon deuxième époux, que j'ai découvert que je suis pas tombée dans les bonnes personnes. J'en souris aujourd'hui, mais en fait, c'est, pour un peu adoucir le truc, je suis tombée sur un pédophile. Ça, et du coup, c'est là où j'ai recommencé à picoler. J'avais arrêté un petit peu et tout. Avec Laotal en 2007, quand j'étais dans la Drôme. Finalement, ça a fonctionné parce que j'ai donné le change, etc. Bon, voilà, mais c'était un peu juste avec ça. Et avec cette histoire d'avoir découvert que mon deuxième époux était un pédophile, dans la rebelote et que je suis séparée de lui. Bien évidemment, quand je suis revenue donc sur Marseille où ma famille avait atterri après Paris, ben, là ça a été finalement j'ai repicolé quoi de plus belle. Et là, et comme je dis, et ça c'est très vrai, pour l'avoir vécu, je m'étais arrêtée à une bouteille de whisky le soir, et ben très rapidement j'y suis retournée. Ah oui, le cerveau il se rappelle, hein, il a une excellente mémoire, hein. Donc du coup, suite à ça, ça c'était en 2007. Donc 2008 plus ou moins 2007-2008, décembre de fin d'année 2007. Je reviens sur Marseille, plus ou moins, donc je continue ma consommation plus qu'excessive d'alcool. Et à un moment donné, là, en 2008, je commence à avoir un flash où je me vois ramassée par les pompiers dans la rue. Là, déjà, je me suis dit, non, j'ai pas du tout envie que ça se passe. Et à un moment donné, mais je continue quand même de picoler. Et puis un soir, ben là, c'était un soir où régulièrement ma mère venait me voir pour m'aider. Mais bon, enfin bref, moi, ce que j'appréciais pas du tout, c'est qu'elle surveillait mes comptes. Enfin bref, elle était derrière moi et tout ça. Ça me sortait des yeux. Et j'ai dit, il faut que je m'échappe de ce truc-là. Ça me convenait pas du tout. Mais enfin bref, j'avais pas d'autre solution puisque de toute façon, j'étais dans la mouise. Donc dans la mouise, quand on est dans la mouise, quelque part on se tait et puis on se laisse voilà porter par ce qui est proposé et on se tait.
Et un jour, et j'ai su à un moment donné, dans nos conversations familiales, etc., un peu en catimini et tout, j'avais compris que ma sœur m'avait quand même confié qu'elle avait aussi un problème avec l'alcool, mon beau-frère aussi. Et elle m'avait dit, moi j'ai des contacts avec l'hôpital de Sainte-Marguerite et tout ça. Et ça, c'était resté quand même dans un coin de ma tête. Et un soir que justement elle devait revenir, ma mère, chez moi, je la prends à part et je lui dis, si c'est possible, prends-moi une chambre, prends-moi une place dans une cure, je suis prête, j'en peux plus. Parce que je savais qu'elle avait des contacts, etc. Donc très rapidement, bon, je parle de ça en 2008, donc ça a quand même plus de 17 ans. C'était plus rapide, plus facile, il y avait beaucoup moins d'attentes. C'est là où je suis dans la désolation que nos amis qui ont ce problème d'addiction et d'autres qui ont des mois d'attente. C'est affreux. Alors c'est assez curieux parce qu'on dit toujours c'est un mal pour un bien. Ça m'a agacé tellement que ma mère soit toujours derrière mon dos à cette période. En tant que mère aussi, je me suis dit, putain, mais jamais elle va me foutre la paix et tout ça. Et d'un autre côté, ça a été plus ou moins un échappatoire socialement correct. J'ai eu cette lueur, cette idée lumineuse de me dire, ben Nat, tu vas te réfugier dans un endroit rien que pour toi. Et je vais te dire, socialement parlant, eh ben, ça passera, puisque tu dois te soigner de toute façon. Tu sens que l'éthanol, c'est plus vraiment, que le corps il commence à saturer, et puis il va t'amener dans du glauque, voilà, dans ce qu'il faut pas. Tu risques d'être au plus bas encore, donc avant de tout perdre, quand même. J'ai eu cette lueur de lucidité ce soir-là, et ma sœur a été surtout à mon écoute, et pu m'enregistrer. Et je suis rentrée en février 2008 alors j'ai eu une grande chance. C'est à la clinique Mon Repos à Marseille qui existe toujours et qui soigne pour ça et puis pour d'autres maladies psy. Moi, la grande chance que j'ai eue, c'est que je me suis retrouvée dans une chambre seule, au rez-de-chaussée, sans barreaux aux fenêtres, parce que c'était au rez-de-chaussée, avec une vue imprenable sur le jardin intérieur de la clinique. À ma droite, j'avais en plus le cabinet des infirmières de la clinique et le réfectoire pas bien loin. Quand j'ai ouvert, quand je suis rentrée dans cette chambre, alors le paradoxe que j'ai ressenti, j'ai dit, déjà je me sentais au bon endroit, je savais que j'étais au bon endroit pour du mieux pour moi. Je savais que j'allais trouver mes solutions ici et que j'allais être libérée de cet éthanol, que j'étais, voilà. Et en même temps que j'étais enfermée, puisque pour le coup, hein, pendant 3 semaines, je voyais personne. C'était le programme, hein, c'était le protocole. Et ben, je me suis sentie libérée de quelque chose, étonnamment. Mais ça, c'était dans la tête, quoi. Je savais que dans cette chambre, j'allais me ressourcer, et j'ai fait que dormir parce qu'effectivement, le traitement est très lourd et c'est très bien d'être encadré, c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que quand j'en discute avec quelques amis qui ont ce parcours d'alcool et ses soins, moi, ça a été le Valium. Je pense que c'est toujours plus ou moins un produit phare pour l'alcool. Après, chacun a ses solutions, mais moi, ça m'a été très, très positif. Voilà. Et je dis effectivement, le mieux, c'est d'être encadré dans un lieu médical. Pourquoi? Parce qu'il était tellement lourd que je ne faisais rien d'autre pendant les 3 premières semaines, je le garantis. J'avais jamais eu un traitement aussi lourd de ma vie. Je me réveillais, la tension, etc., les infirmières faisaient leur travail. J'allais manger au réfectoire, je retournais me coucher, je me levais, je faisais juste ma douche et puis rebelote. Je faisais que dormir, que dormir, que dormir. Et là, c'est pour ça que je dis, quand je suis rentrée dans cette clinique, je savais que c'était mon salut pour sortir de cette addiction. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur ta vie au sens large, au niveau, on va dire, personnel et professionnel aussi? Au sens large, côté vie personnelle, bon, aujourd'hui, je suis plus, voilà, j'ai coupé les ponts avec ma famille, mais tant que j'avais des liens avec eux, ben, ils me regardaient comme particulier, alors que ma sœur qui était dans l'alcool, mon frère aussi, il est un peu, mais bon, pour lui, il le gère, elle le gère. Bon. C'est leur problème, hein, ça, je m'en occupe pas.
J'étais plus ou moins le vilain petit canard et puis c'était pas terrible au sein d'une famille, qu'il y ait quelqu'un qui soit alcoolique, quoi. Le mot commençait à rentrer dans la famille, à se dire, parce que moi j'ai fréquenté, après ma sortie de cure, j'ai fréquenté les alcooliques anonymes avec le programme. D'ailleurs, ils m'ont été très salutaires eux aussi parce que je sentais vraiment au bon endroit pour l'écoute, etc. Ce que je ne trouvais pas dans ma vie personnelle. Ma famille, elle était devenue tellement dysfonctionnelle et je pense pas par rapport non plus qu'à l'alcoolisme de papa. Bon, ça n'a pas arrangé, on va dire, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Pour faire court, il n'y a pas que ça. Il y avait du dysfonctionnement en matière personnelle et puis j'ai eu beaucoup dans ma famille aussi. Bon, les générations précédentes, on le sait, c'est de notoriété publique. Enfin, moi, j'étais dans une famille où il y avait beaucoup de non-dits et surtout, fallait surtout pas parler de médecin ni de psy, sinon on était une cinglée. Voilà. Et ma sœur a su un petit peu ouvrir les portes parce que les rares fois où elle a osé en parler et puis qu'elle a dit ah ben moi je veux un psy et puis que je voyais ma mère qui partait en furie, mais vraiment en furie. Il m'était pas folle, machin. Il s'agit, ils sont dans le déni de toute façon, donc c'est même pas. Elle a tenté, elle a dit, elle avait besoin de l'exprimer, etc. Mais du coup, et je l'en remercie, c'est que ça m'a permis à un moment donné ou à un autre, moi, de faire le pas vers un parcours de soins, d'oser et de ne pas avoir honte de faire un parcours de soins. Elle a ouvert les portes quand même en disant, quand elle a osé parler qu'elle avait des contacts en milieu hospitalier, ah, mais on n'en parlait pas, c'était plus ou moins du demi-mot, mais moi tout de suite, voilà, j'ai gardé ça. Et franchement, on est comme la vilaine bête. Ouais. Le paradoxe, parce que moi je dis que j'ai une certaine richesse pour avoir subi l'alcoolisme de mon père et être alcoolique moi-même pour le coup. Cette richesse que j'en ressors, c'est que moi, quand mon père buvait, puisque lui aussi, alors je sais pas si c'est un effet d'imitation, j'en sais rien, mais ça a été le whisky lui aussi, son truc préféré. Donc il y a peut-être un rapport, enfin bref, peu importe. Je comprenais pas, je me suis dit, mais il a tout, papa, enfin il a un beau métier, etc. Après, petit à petit, j'ai compris, hein, par rapport à l'alcoolisme, etc., c'est que il y a les émotions et tout et tout. Mais c'est surtout, on est une personne qui souffre. On souffre d'une situation. Et c'est une souffrance psychologique. Et ça n'a rien à voir avec le côté matériel, etc. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi en arrêtant l'alcool? Sur moi, que j'étais finalement une belle personne. Hein. Même enfant, je me sentais gentille quand même, hein, même si l'autre me faisait des provocations, des méchancetés. J'ai jamais riposté là-dessus parce que d'abord, c'était pas moi. Je trouvais que c'était pas. Justement, je me retirais naturellement. J'ai pu me retirer d'une situation néfaste pour moi, enfant, par rapport à un enfant, alors que l'alcool, je ne l'avais pas consommé à ce moment-là. Mais déjà, je me suis construite par rapport à ça, à savoir me protéger par rapport à une situation qui pour moi ne me convenait pas. Voilà. Et ça m'est revenu quand j'ai stoppé l'alcool, que j'ai arrêté de m'embarquer dans des environnements toxiques, néfastes, puisque justement, quand je picole, puisque c'est moi quand je picolais à outrance, je perdais tout à fait le contrôle de mes pensées, etc. Et j'allais toujours vers ce qui ne me convenait pas, bien évidemment. Donc, le grand changement a été, à partir du moment où je suis sortie de ce parcours de soins, ça a été d'éviter les environnements qui me sont toxiques. Et personne comprise. Tant qu'on le peut, c'est pour ça que ça a été tardif par rapport à ma famille, parce qu'il y a eu des allers-retours, machin, etc., pour faire court. Finalement, aujourd'hui, j'ai décidé de couper les ponts de façon définitive pour d'autres choses que je n'accepte pas, certaines attitudes, etc. Parce que c'est pas parce qu'on a le statut d'alcoolique qu'il faut être de cette manière-là avec l'autre, avec un autre être humain, quel qu'il soit, etc. Et il y a eu des choses qui ne m'ont pas convenu. Et du coup, j'ai dit adieu à ma famille.
ils le savent. Chacun sa route, chacun son chemin. Et du coup, ça m'a libérée parce que du coup, ça m'a permis de continuer à me ressourcer sur moi-même, de me recentrer, de continuer d'être à l'écoute vers ce qui me convenait. Je ressens aujourd'hui, j'acquiers un apaisement. J'acquiers aujourd'hui dans ma 18e année, et après avoir eu le courage de travailler. Alors, il y a deux points cruciaux, ça c'est les alcooliques anonymes qui le suggèrent dans leur programme. Je le fais court. Il y a 2 points cruciaux à travailler qui nous freinent dans notre vécu. Et ça, c'est tout le monde, c'est universel et c'est dans tout pays et dans toute relation. C'est 1, les peurs. 2, l'orgueil. C'est pour ça que je tenais absolument à faire cette interview-là parce que j'ai décrypté beaucoup de choses depuis et j'ose le verbaliser aujourd'hui. Qu'il y a quelques années, parce que ça fait un paquet d'années que ce programme m'accompagne, je prends que ce que j'ai envie de prendre, je comprends que ce que je peux comprendre à l'instant T, parce que c'est un programme qui est puissant aussi, il y a beaucoup de choses et que nous retrouvons, mais la manière dont a été écrit ce programme, effectivement, pour moi, alcoolique, il m'a convenu. J'ai compris que d'autres textes beaucoup plus sophistiqués, etc. Je comprenais rien du tout, donc c'était même pas la peine d'y aller. Mais d'une manière globale, quand on va d'ailleurs, je me suis inspirée aussi des 4 accords Toltec, que j'ai pu avoir l'occasion de lire aussi, qui reprennent exactement les mêmes idées, avoir les mots justes, qui rejoignent finalement ce que dit d'autres programmes. Hein. Les 4 accords Toltec, moi j'ai retenu, donc il faut les mots justes. Ce qui a été puissant aussi, c'est de ne rien prendre les choses dirigées contre soi. Et ça, il a fallu que je fasse de gros efforts là-dessus. Mais j'y arrive, et je peux vous garantir, surtout dans la vie professionnelle, c'est waouh. Parce que bon, c'est vrai que la vie personnelle, tu l'as choisie après. Mais après, j'essaye de bannir les suppositions. Ça, c'est l'accord Toltec qu'il propose. Et toujours faire de son mieux. Voilà. Ça, c'est un programme de base que je comprends, que j'essaye 24 heures à la fois. Ça, c'est les AA qui me l'ont appris, de me recentrer sur le moment présent, puisque effectivement, j'avais remarqué que j'étais tout le temps dans le passé, etc. De ce que je peux dire de cet enseignement, et je continue d'apprendre. Et ça vaut vraiment le coup. Et j'ai lâché prise pour beaucoup de choses. J'ai arrêté de m'illusionner. Ben, ça, c'est en l'occurrence par rapport à la famille. Le premier adieu que j'ai dit, c'était cette année. Alors, j'ai dit 2 adieux. Un adieu à ma famille, que j'ai verbalisé devant ma fille, voilà, très, très théâtralement, mais ça sortait du fond du cœur. Elle a compris que bon, c'était définitif et sans retour possible. Et j'ai été légère après ça. Et d'autres portes se sont ouvertes sur mon chemin. Et j'ai pu voilà, changer ma vie professionnelle qui démarre l'année prochaine avec d'autres collègues, de nouveaux collègues, un nouvel environnement et une qualité de vie meilleure. Je vais être dans le Var en janvier 2026. Apaisée dans ce que je souhaite. Bon, alors, comme on le sait, quand on a un certain vécu et qu'on fait toujours du travail sur soi-même, j'ai encore du boulot à faire sur moi. Je sais pertinemment que l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs, n'est-ce pas? Mais l'enseignement que j'aurais eu de toutes ces années, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône avant, dans les Alpes-Maritimes pendant 10 ans, avec 2 lieux différents de travail et tout ça, voilà, j'ai un certain panel et là aussi une certaine expérience du milieu professionnel qui me permettra, comme tu le dis si bien, Axel, de me protéger. Voilà. Mais je sais que c'est la médecine traditionnelle, moi, qui m'a permis de m'en sortir avec ce programme qui a été mes solutions, je précise. D'ailleurs, il y a des choses que j'adhère pas et que je prends pas, et puis il y a des choses que je prends, et puis petit à petit, voilà. De toute façon, le but du jeu de tout ça, c'est d'être bien. D'être bien sans addiction. Donc là, le tabac, ça fait depuis le 15 décembre que je l'ai stoppé. Je me suis dit, Nat, tu vas continuer dans ton ascension, puisque tu vas être dans un nouvel environnement, autant te dégager de cette dernière substance toxique. Voilà.
Alors, ce qui me rend fière aujourd'hui, c'est de me sentir là où je dois être, que ça soit dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Je vais être là où je dois être. Parce que j'ai eu beaucoup de chance dans le changement professionnel. Je n'étais pas la seule non plus à viser ce poste, etc. Si j'ai cette chance d'y être, c'est que ma place est là. Et d'autant plus que je peux le dire, c'est que je le ressens. Je ne me mens pas, je le sens, c'est vrai, je suis, voilà. Et je me fais pas de second rôle, je suis moi. Je suis bel et bien moi, comme là, je suis authentique aussi quand je te partage tout ça, c'est tout ce qu'il y a là-dedans, qui sort de façon spontanée. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton histoire? Cet enseignement, et que ça vaut vraiment le coup de sortir de tous ces trucs-là. D'abord, ça coûte cher. Là, j'avais eu l'opportunité, puisque j'avais fait des rachats de crédit, tout le bazar, pour sortir de l'alcoolisme, hein. C'est quand même pas sans séquelles. Aujourd'hui, j'ai à nouveau un pouvoir d'achat. J'ai quand même fait le calcul, j'ai quand même laissé 78 000 € d'alcool pendant toutes ces années. C'est assez vertigineux, quoi, le truc. J'ai hérité d'une petite fibrose, pour le côté santé, une petite fibrose à laquelle je dois faire attention un petit peu à ce que je mange. Alors, je sais que je fais de l'intolérance au lactose aujourd'hui, peut-être probablement du gluten et quelques trucs. La fibrose, donc c'est de type A1, ça veut dire concrètement que mon foie est abîmé, le tissu de mon foie est abîmé. Donc il y a certains aliments où il faut que je dise stop aujourd'hui, sinon j'ai une douleur atroce. Et ça me freine d'autant plus de ne pas retourner à la picole, parce que je sais pertinemment que les molécules alcool, si même je prenais un verre, j'allais directement à l'hosto, quoi. C'est clair. Voilà, donc je fais attention à ce que je mange. Voilà, donc le lactose, je le bannis un max, bien que des fois ça m'est arrivé cet été de manger des glaces un petit peu, mais toujours pareil, c'est un état d'esprit. Faut, comme je l'expliquais, alors il y en a, alors je pense aux nouveaux abstinents. Si vous pensez, on vous dit oui, pas manger. Alors au début, je ne mangeais rien de ce qui était où il y avait de l'alcool. Vous savez, les crêpes Suzette, les soufflés au Grand Marnier, les moules marinières, comment on peut dire, le coq au vin, tous ces trucs-là qui sont à base d'alcool. Effectivement, moi, je les bannis pendant un paquet d'années. Aujourd'hui, de temps en temps, je m'autorise à reprendre, mais je suis allergique un petit peu au vinaigre d'ailleurs, pour le coup, le fait d'avoir enlevé ça. Alors, comme je dis toujours, je prends l'exemple de la salade. Quelqu'un qui prend de la salade, alors on dit que la salade c'est bon pour la santé et tout ça, il y a d'autres façons de faire des sauces vinaigrettes et tout, mais bon, moi c'est surtout le vinaigre que j'aime bien, et particulièrement le balsamique, qui est pas mal en goût, pour le coup. Et je me dis, et en fait, on se questionne beaucoup sur savoir est-ce qu'on doit tout s'interdire ou pas. Alors au début, je suggère oui, parce que comme ça au moins le cerveau, tu es t'es clean avec ton cerveau. C'est-à-dire, tu lui dis, il faut lui donner d'autres signaux au cerveau. Il faut lui donner des signaux neufs au cerveau. Parce que comme on dit, si tu flirtes la bière sans alcool, le vin sans alcool, il y aura toujours les signaux, mot vin, mot bière. Et ça, moi, je dis, nos 5 sens, ils sont toujours en active recherche, tant que t'as pas une assise pour pouvoir, voilà. Moi, je sais que je suis tombée dans la dépendance. Alors attention, hein, dépendance, moi j'ai une perte de contrôle. Je ne peux plus gérer l'alcool. Je sais pertinemment que si je retourne à un verre, ce ne sera pas aujourd'hui que je prendrai la bouteille de whisky. Et je sais que dans quelques mois, je vais avoir une forte contrariété, un truc comme ça. Et tout de suite, mon cerveau, il me dira, Nat, prends-toi un verre de whisky, ça va te détendre, etc. C'est ça, c'est comme disaient les alcooliques anonymes. J'avais un ami de ce mouvement en exemple un interrupteur dans le cerveau. Le mode on et le mode off. C'est tout à fait ça. Voilà, moi je dis, il faut effectivement, comme tu disais très justement au début aussi, Axel, il faut avoir l'esprit ouvert sur son parcours de santé. On se connaît, comme je le disais aussi au départ, cas par cas. Il n'y a que nous qui sachions comment on fonctionne finalement dans notre corps, ce dont on a besoin, ce qui nous fait du bien, ce qui nous réussit, ce qui nous réussit pas. Faut tester, faut pas hésiter.
Moi, j'ai pris comme je disais tout à l'heure, la médecine traditionnelle. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu dans mon éducation. Je sais quand même que la médecine traditionnelle a fait ses preuves, quand même, sur certains trucs. Mais après, il y a eu que mon mental. Moi, j'ai utilisé le médoc, le traitement Valium, que 6 mois. Hein. Après, je devais reprendre le travail et le temps complet. Je me suis dit, il faut surtout pas que je reste zombie, parce que j'étais encore zombie. Hein. J'étais dans le coltard. Hein. Ça flingue. Hein. Et j'ai dit, non, pour trouver mon 100%, il va falloir que tu sois sans rien. Alors effectivement, j'ai pris des risques, mais des risques calculés, si je puis dire. J'étais chez moi. Il m'est arrivé d'avoir à cette période-là, alors des moments où j'avais des nuits coupées, voire même des nuits blanches, mais c'est passé. J'ai dit, je fais confiance en mon mode naturel. Je sais que le naturel va revenir au niveau du sommeil, et c'est ce qui s'est produit. Et sans médicaments, j'ai pu retrouver... Bon, alors je précise aussi, je n'ai aucune autre pathologie. Je ne suis ni bipolaire, ni borderline, ni TDAH. Je suis normale. J'ai que l'alcoolisme qui a été une dépendance affective à la base, sur laquelle je travaille. Donc déjà, c'est énorme, bon, c'est du boulot. Mais je veux dire, j'ai pas d'autres maladies sous-jacentes. Voilà, ni schizo, ni quoi, ni qu'est-ce. Donc, ce qui m'a permis quand même de pouvoir rapidement faire ça. Et parce que c'est vrai que quand on a un traitement pour soulager ses douleurs et autres, il vaut mieux quand même les prendre, c'est plus sûr. Et après, petit à petit, là, aujourd'hui, c'est que du mental. Je suis beaucoup avec les personnes qui ont la même problématique sur les réseaux sociaux. Je partage beaucoup et je conseille vivement qu'il ne faut pas rester seul face à sa maladie. C'est très important et c'est votre environnement et à travers qui sont de qualité. Il y a des groupes sur les réseaux sociaux qui parlent de ces addictions diverses et variées. J'en ai été à plusieurs. Ils sont tous autant de qualité les uns que les autres, tous autant dans la bienveillance. Et après, on y trouve son compte ou on y trouve moins son compte. Parce que tout ça aussi, c'est très personnel. C'est comme un psy ou un toubib. Voilà. Mais surtout, je conseille vivement de ne pas rester seul dans son parcours de soins. Psy, très bien, puisqu'on a besoin du milieu médical. Mais surtout, d'avoir des amis privilégiés, même qu'on ne connaît pas. Hein, j'en ai de l'autre côté de la planète avec qui je cause on se soutient, mais c'est tout. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que nous n'avons pas abordé et que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Je dirais surtout de s'écouter, de ne pas rester dans le mal. Quand on a un grand mal-être, quand on souffre, que ça soit physique ou psychique, de ne pas rester dans cet état. Ne pas hésiter à se faire aider. Voilà. Il faut, parce que sinon, seul, ça peut perdurer. Et ça serait dommage de passer à côté d'une vie. Alors, elle ne sera pas forcément celle qu'on espère, mais au moins, soit la douleur, soit la souffrance seront moindres que si on restait seul dans son coin et à souffrir. Faut vraiment avoir le courage d'ouvrir les portes de soins, d'aide, sincèrement. Et je vous dis, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et si effectivement, dans ces portes que vous ouvrez derrière et qui ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à en changer. On a une grande chance, du moins en France, d'avoir un panel assez large de médecins formés ou pas. Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux prendre un médecin qui soit formé sur notre problématique, puisqu'il la comprend mieux et puis c'est mieux ciblé. Voilà, c'est ce que je conseille, de ne pas hésiter, que de rester dans cette souffrance atroce et de perdre de belles années et de se retrouver. Et de pas. Après, il y a la solitude, après, il y a tout un tas de trucs, mais la solitude aussi, j'ai appris à l'être. Alors, il y en a qui l'ont dans la durée, mais justement, il faut aller vers l'autre, vers des associations, etc. Car il ne faut pas perdre de vue. L'être humain, il a quand même un instinct premier, c'est l'instinct grégaire. L'instinct grégaire que l'on connaît bien et dont on parle peu. Quand on parle du vivre ensemble, c'est l'instinct grégaire. Et on a besoin de l'autre. Et surtout des personnes qui nous correspondent, hein, tant qu'à faire. Voilà, c'est quand même mieux. Voilà ce que je peux suggérer et que vous méritez de ne pas souffrir et de sortir de cette douleur et de cette souffrance. Vous avez autant le mérite. Après, ce que j'ai constaté, après sur de copier-coller, je dirais par rapport à mon éducation.
Au tout début, j'ai jamais spécialement cherché à être rebelle, sauf que j'ai essayé de défendre le père de ma fille, que j'aurais mieux fait de m'abstenir. Ben, ça fait partie de mon cheminement, de mon parcours. D'oser. Voilà. Mais c'est vrai que la peur est humaine, mais justement, elle freine aussi, et surtout d'avoir vraiment pleinement confiance en soi. Toutes les réponses, on les a en soi. On a une ressource insoupçonnée de pouvoir qu'on peut se faire du bien plutôt que du mal. Mais c'est vrai qu'on a un état d'esprit plutôt autodestructeur, hein, nous, dans l'alcoolisme. Hein. J'ai découvert à travers la maladie, alors surtout d'essayer de comprendre et d'apprendre. Offrez-vous une belle vie, sincèrement. Bien, en tout cas, merci Nathalie pour ce super témoignage dans l'éthanol, c'est pour les bagnoles. Que cela portera plein d'espoir et de motivation pour toutes les personnes qui veulent s'en sortir, parce qu'ensemble, nous sommes toujours plus forts. Merci Nathalie. Réciproquement. Merci Axel. Merci pour la confiance aussi. Si toi aussi tu ressens le besoin de partager ton histoire, qu'elle soit à visage découvert ou de façon anonyme, tu peux m'écrire à l'adresse l'éthanolcplb@icloud.com. Ici, chaque témoignage est accueilli avec respect et tu es le bienvenu. À bientôt. À bientôt.